Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, c'est Sacha qui témoigne au micro du podcast. Elle reviendra sur les violences dont elle a été victime, de l'emprise qui s'est mise en place insidieusement, mais également de la socialisation des personnes assignées filles à la naissance et de toutes les injonctions qui en découlent, d'un contexte propice à la culture du viol. On abordera aussi l'importance de relier le corps et l'esprit et de la culpabilité qui peut rester même des années après, et de tout un tas d'autres choses également. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Sacha. Salut Romane. Comment tu vas ? Ça va, écoute, un peu stressée pour l'enregistrement de cet épisode, mais ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Nous dire Oui. qui tu es, ce que tu fais. Oui, je m'appelle Sacha, j'ai 39 ans, j'habite à Nantes, je suis sophrologue. Toi aussi. Oui, je suis aussi sophrologue. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ? Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait violer à l'âge de 28 ans. D'accord. Par un partenaire occasionnel. Donc, c'était une personne avec qui j'étais pas en couple, que je voyais de temps en temps. C'était une relation, c'était une aventure. Ouais. Voilà. À cette époque-là, moi j'étais restée très longtemps en couple hétérosexuel. Et donc j'étais nouvellement célibataire. Ouais. Je pense que j'avais envie de faire des rencontres de faire des rencontres, De profiter de la vie, quoi. Et de profiter de la vie, exactement. C'était ça. Oui. Du coup, j'ai rencontré cet homme sur Internet, sur un site de rencontre. La première fois qu'on s'est vu, il y a déjà eu des choses qui auraient pu, ce qu'on appelle des red flags, Ouais. que j'ai pas du tout vues. Par exemple, il m'a touché la cuisse alors qu'on était dans un bar en train de boire un verre. Bref, je pense que l'emprise, elle s'est mise en place très vite, presque dans les 5 premières minutes, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Et il y a eu dès le début des choses qui se sont mises en place. Je pense que j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était un prédateur. Ouais. Et que je me suis retrouvée face à lui, mais que lui, il a mis en place très vite des choses pour me manipuler, pour me faire rentrer dans un système de valeurs où j'allais avoir du mal à poser des limites, j'avais du mal à dire non. En fait, j'avais toujours avec lui une impression de gêne. L'impression de marcher sur des œufs, de ne pas pouvoir dire ce que je pensais vraiment, de devoir mesurer mes paroles, mes actes. T'étais obligée d'avoir un peu une autre personnalité que celle que t'avais. Enfin, il fallait que tu sois... Oui, c'est difficile à expliquer, mais en gros, j'avais l'impression qu'il avait des attentes par rapport à mon comportement, ma manière d'agir, et qu'il m'a fait passer des messages pour que je me comporte de telle ou telle manière. C'est ce qu'on appelle l'emprise. C'est vrai que moi, je m'en suis pas rendu compte, et en plus, je suis assez vite rentrée là-dedans, où finalement, je me sentais mal, j'avais une impression de gêne, mais c'était quelque chose que je n'analysais pas du tout, que je comprenais pas du tout. Qui n'avait pas forcément de sens. Mais je pense que très vite, en fait, l'emprise, elle s'est mise en place. Et j'ai plus vraiment été moi-même et plus vraiment capable de réfléchir par moi-même tout bêtement de ce que je pensais de cette relation. Est-ce que j'avais envie de le revoir ou pas ? Comment ça se passait pour moi ? J'étais beaucoup dans sa tête à lui, de ce qu'il allait attendre, ce qu'il allait bien aimer, pas aimer. Oui, en fait, tu faisais tout peut-être pour le satisfaire, entre guillemets, enfin pour rentrer dans ce qu'il attendait de toi et... Oui, j'avais envie qu'il ait une bonne image de moi. Ouais.
que de rentrer un peu dans ces critères de je sais pas de quoi, T'adapter mais à ce qu'il voulait que tu sois, en fait. exactement. Mm. Vraiment sans m'en rendre compte, hein, tout ça c'était recouvert d'une espèce de couche de on est cool, on se prend pas la Oui, bah tête, oui. on s'amuse bien, on rigole bien ensemble, on passe du bon De, temps. de fausse bienveillance, Enfin, le faux mec sympa, en fait, qui est tout l'inverse, finalement, de ce qu'il prétend être. Oui, exactement. Et puis l'inverse de ce que cette relation devait être, c'était quelque Mm. chose qui devait être léger, sans prise de tête, je déteste cette expression, mais qui devait être léger, sans À prise la de cool. tête, à la cool, voilà. Je pense que ni l'un ni l'autre, on avait très envie d'une histoire euh, dite sérieuse à ce Ouais. moment-là. Et c'était vraiment presque comme s'il y avait aussi une amitié qui se mettait en place, mais c'était pas du tout ça en fait. C'était quelque chose de Il y avait quand même très. des prises de tête, finalement, puisque t'étais gênée, t'étais plus celle que tu étais normalement. Oui. Je me sentais, j'avais un sentiment de malaise à peu près, Ouais. enfin tout le temps quand j'étais avec lui, que je voulais vraiment pas admettre. Et j'étais complètement dans le déni par rapport à ça. Euh, Aussi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de. Donc, c'est à plus de 10 ans, j'avais beaucoup d'injonctions dans la tête Ouais. de ce qu'il fallait faire, pas faire, à l'âge que j'avais, dans mes relations amoureuses aussi, j'avais beaucoup d'injonctions sur des modèles, sur des schémas, etc. Et je voulais y coller. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'avais des œillères et que je ne me suis pas du tout écoutée. Bon, comme. Euh, le viol, c'était pas ma faute, hein, bien sûr, c'était Mm. sa faute à lui, et c'était la faute de mon agresseur. Euh, mais c'est vrai que je sentais que j'étais entre comment dire, l'emprise qu'il mettait en place petit à petit et aussi les injonctions de la société. Finalement, j'avais aucune place pour être moi, j'avais aucune place pour faire attention à mes besoins, à mes envies, à ce que je ressentais. J'ai l'impression que la manière dont j'ai été élevée, la façon dont j'ai été sociabilisée en tant que, du coup, j'étais assignée fille à la naissance, Ouais. euh, a complètement construit en fait un contexte propice au viol. Bon, c'est la culture du viol, c'est le Oui. patriarcat, tout ça. Et moi, j'étais dans un moment où j'étais incapable de m'affirmer, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié au système, à la société dans laquelle Mm. j'ai été élevée. C'était pas une histoire de volonté, c'est que j'ai été à un moment de ma vie, donc à 28 ans, et même avant, en fait, un moment où j'arrivais plus, en fait, à dire ce dont j'avais envie. J'étais trop noyée dans les injonctions, ce qu'il fallait faire, pas Oui. faire. À ce qu'on Euh, attendait de toi à l'échelle oui, sociétale, ce qu'on t'avait oui, inculqué, etc. Ouais. c'est ça. Et aussi l'idée de faire plaisir. Mm. Euh, voilà, ne pas se mettre en colère, ne pas poser des limites, ne pas passer pour une personne pénible. Je pense que Ouais. ça s'est installé très tôt dans ma vie, bah, déjà vraiment dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille où je me sentais obligée de m'adapter en permanence Ouais. à ce que voulaient mes profs, ce que voulaient mes parents, les amis de mes parents, enfin tous les adultes en fait autour de moi. Et Ouais. que du coup, c'est comme s'il y avait eu une espèce de dressage qui s'était mis Ouais. en place. Bah, t'es Déjà, conditionné exactement. dès le plus jeune âge. Hein. Oui, c'est ça. Mm. Dès le plus jeune âge, en fait, on n'est pas du tout éduqué à poser des limites, même je pensais aux émotions aussi. Simplement, quand il y a une émotion qui vient, souvent, au lieu de la prendre en compte, au lieu de l'écouter, de la trouver Mm. légitime, en fait, moi, j'ai été élevée et je pense que tous ceux et celles qui sont passés par l'école, donc moi, j'étais à l'école euh, en Bourgogne, là où j'ai grandi. En fait, on est les enfants. Il y a un, bon, pardon. Euh, du coup, il y a cette espèce de dressage à ne pas écouter ses émotions, à ne pas être soi-même, ne pas faire trop de bruit. En tout cas, moi, j'étais beaucoup comme Oui. ça. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on demande aux garçons, hein, c'est plutôt quelque Bah chose non. qu'on demande aux filles.
Bah oui, puis au contraire, les garçons, quand ils commencent à sortir la colère, etc., on va plutôt les valoriser. On va pas leur dire qu'il faut surtout pas faire ça, alors que nous, on doit se taire, on doit toujours Oui, faire attention à tout ce qu'on fait. Il faut pas pleurer, il faut pas montrer qu'on est triste, il faut pas se montrer, enfin, il faut pas être en colère, il faut pas ressentir de la rancœur. Il faut être toujours une petite poupée qui correspond, bien sage, bien docile. exactement. Faut être Et la ça tranquillité incarnée. c'est ça. Et en tout cas, chez moi, ça s'est retrouvé à l'âge adulte. Et en fait, à 39 ans, je me rends compte que souvent, je suis encore dans ce genre de mécanisme et que c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile de simplement oser être soi, oser parler. Voilà, c'est tout un apprentissage qui, heureusement, est possible grâce aux rencontres, grâce Hmm. au féminisme, grâce à plein de choses. Mais en tout cas, moi, je me sentais comme ça, dans un moment où je n'avais plus aucune place pour m'exprimer et être moi-même. Et donc, du coup, j'avais pas de place face à cet agresseur pour poser des limites, ne serait-ce que pour comprendre, en fait, que il y avait un problème. Oui, on t'a jamais autorisé à poser tes limites, en fait. On t'a jamais dit que c'était possible même de poser ses limites. Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai assez peu Hmm. expérimenté déjà enfant et jeune adulte. Pas du tout. J'ai pas réalisé tout de suite que j'ai été violée. J'ai réalisé presque peut-être 8 9 ans après que j'avais été agressée, Hmm. que j'avais été violée. Sur le coup, euh, j'ai rien compris, vraiment. Euh, D'ailleurs, j'ai été violée plusieurs fois J'allais te poser la par question, lui. est-ce que c'est... Ouais, par lui. Oui, j'ai été violée plusieurs fois par lui jusqu'à ce qu'un jour on se dispute. Donc je pense que là quand même j'avais trop pris sur moi. À un moment j'avais trop pris Hmm. sur moi et un jour on s'est disputé et après on s'est plus jamais revu. Mais c'est vrai que sur le coup j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. En fait j'étais vraiment dans je l'invite chez moi. De toute façon on a une relation qui tourne autour du sexe. On se voit pour ça et ben je vais pas dire non à la dernière minute. Enfin, vraiment j'étais dans un truc comme ça. Ouais, je comprends. J'allais pas et du coup sur le coup j'ai pas réalisé. J'avais un sentiment de malaise très fort avant de le voir, après Ouais, t'as ce les sentiment de agressions. malaise qui te quitte pas. C'est ça, j'ai un sentiment de malaise très fort. À ce moment-là, je fais une psychothérapie, j'en parle à ma psy, qui a absolument rien compris non plus, enfin, qui n'a pas compris ce qui m'était arrivé. Hmm. Et j'ai réalisé ça des années plus tard en lisant un livre où il y avait un récit d'agression sexuelle, de viol. Et là, en fait, en lisant le passage d'un livre enfin, je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça qui m'est arrivé. Il m'est arrivé, c'est exactement ça ce qui m'est arrivé. Et là, je réalise peut-être 8 ans plus tard que j'ai été violée à plusieurs reprises. Et que le viol, c'est ça en fait. C'est pas ce qu'on décrit souvent. C'est une scène violente, c'est un moment violent, mais cette violence, elle peut se faire dans le calme, paradoxalement. C'est Oui, pas les coups, c'est pas les cris. Pas toujours, parfois oui, mais c'est pas toujours oui, les cris, c'est pas toujours les coups. Et parfois, ça se passe presque dans un calme, euh, juste dans le silence. oui. Oui, c'est ce que tu mettais dans le questionnaire, c'est que ça correspondait pas à l'image caricaturale pardon, que tu avais du viol. Mais c'est vrai qu'on nous a toujours plus ou moins montré que le viol, c'était possible que dans la rue, par un inconnu, sous la menace d'une arme. Exactement, il y avait aussi cette notion. Il n'y a pas ce truc de se dire que ça peut arriver chez toi, par quelqu'un de ta famille, par ton conjoint, par quelqu'un que tu fréquentes. Enfin, c'est... Tout à fait. Il y a cette image caricaturale du viol, enfin stéréotypée, je sais pas comment on Ouais. pourrait dire, qui fait que moi je rentrais pas dans ces cadres-là. C'était pas un inconnu. Ça s'était fait dans le silence. Enfin voilà, rien que ça, c'était silencieux et c'était pas un inconnu qui me tombait dessus Oui. quand je rentrais de soirée à 2 h du matin, quoi.
Et ça a fait aussi que j'ai pas compris, je pense, ce qui m'arrivait. Que j'ai pas pu mettre des mots, j'ai pas pu... Donc voilà, je réalise ça beaucoup plus tard, 8 ans plus tard. Ça me tombe dessus assez violemment. Ouais. Ça a été une période très difficile. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je pense que j'étais hyper triste, j'étais hyper mal. Ouais. Et puis en plus, c'est le moment où tout ce qui va avec le stress post-traumatique se met en place. Donc je commence à mal dormir, à faire de l'hypervigilance. Voilà. Donc j'étais dans un déni pendant des années comme ça. Je serais incapable de dire si j'avais déjà des signes de stress post-traumatique, si c'est passé, je sais plus. Je pourrais pas le dire. Et vraiment, j'avais cette espèce de... À ce moment-là, moi, c'était quand même un moment où j'entendais pas mal de copaines parler des viols qu'il et elle avaient vécus. Où j'entendais, je sais pas, j'ai entendu plein de personnes témoigner ou m'en parler parce que c'était des personnes qui étaient proches de moi. Ouais. Et moi, je me sentais pas concernée par ça. Ça faisait pas écho. Pas du tout. Je pense que c'était vraiment une parole qui était très pareille. C'était des personnes autour de moi qui ont osé s'exprimer, mais seulement quand ça rentrait dans ce cadre. De personnes inconnues. Et, voilà. Et je pense que toutes les personnes autour de moi qui ont subi des choses de la part de proches, de personnes de leur famille ou de leur conjoint, de leur conjointe, j'avais pas ce genre de discours autour de moi, de paroles, de témoignages. Et, voilà. Et donc je réalise 8 ans après ce qui m'est arrivé. Aussi, l'exemple qu'on a, il nous permet pas de nous dire, quand ça arrive justement dans le cadre de la famille, de proches, etc., que c'est réellement des viols, des agressions sexuelles, puisqu'on nous véhicule tellement le cliché que ça... Enfin, c'est des fous, des monstres, que tu te dis pas immédiatement, oula, ce qui se passe n'est pas normal, même si tu ressens un malaise, un mal-être, etc., quoi. C'est... Maintenant, oui, parce qu'on en parle, et heureusement. Mais c'est vrai que toi, c'était il y a 10 ans, moi, c'était il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et jamais, s'il n'y avait pas eu justement MeToo, j'aurais, je pense, capté que c'était des viols. Et que c'était pas normal et que... Oui. C'est vrai que MeToo, ça a permis beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de récits de violence. En fait, c'est ça qui a été hyper important, c'est de lire, d'entendre que d'autres personnes avaient vécu ce que potentiellement, alors moi j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu, etc. Mais de se retrouver dans un témoignage de quelqu'un et de se dire oh, « je suis pas toute seule, c'est des agressions, c'est des viols, et en fait ça existe et j'ai le droit, je suis légitime de penser et de dire, d'affirmer que j'ai été violée, que j'ai été victime, tu vois ». Oui. C'est d'avoir ces exemples autour de... Enfin, ces exemples, je sais pas comment qualifier, mais d'avoir ces récits et de se dire, waouh, en fait, c'est vrai. Oui, et de pas se sentir seul, surtout. Ouais. Dans un récit qui n'appartient pas au mythe du monstre, effectivement, qui ne répond pas à ces critères-là. Parce que, dans mon cas, ce n'était pas un monstre. C'était une personne totalement lambda, avec qui je sortais. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu. Et effectivement, MeToo, ça a permis aussi de déconstruire ce mythe du monstre et de libérer en fait plein de discours qui montrent que les violences sexuelles, elles peuvent se faire de tas de manières différentes, malheureusement. Et que c'est pas seulement un truc très... Enfin, comment dire, que c'est pas simple, en fait. C'est complexe. Et la complexité du viol, des cas d'agression sexuelle, avec MeToo, en tout cas, moi, j'ai commencé à la découvrir. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout confiance. Confiance, non, ça c'est sûr, j'ai toujours pas confiance, mais... Petit lapsus révélateur.
Parce que j'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé parce que simplement je ne pouvais pas l'expliquer. Oui. Ouais. Et le mythe du monstre, c'est très important. Enfin, c'est vrai que ces personnes-là ne sont pas des monstres. C'est les personnes qui nous entourent, les hommes qui nous entourent, Ouais. nos amis, nos frères, nos pères. Oui. Et donc, après l'agression, après le viol, moi, je me suis pas sentie spécialement... J'étais complètement coupée de mes émotions. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense que mon cerveau, il a switché. Ouais. C'était certainement un phénomène de protection. J'étais... T'es donc passé c'était... en mode survie inconsciemment. Ah oui, j'étais complètement coupée. Je pense que j'ai senti plein de choses différentes, quand même, une sensation de vide assez grande. Mais je me suis pas effondrée. J'ai continué ma vie. La vie a continué, quoi. Je me suis pas effondrée, j'ai pas du tout réalisé. En fait, presque sur le coup, j'ai été plus marquée par la dispute qui a Ouais. terminé notre relation que par autre chose. Oui, il y a... Et c'est plus tard, en participant à un groupe de parole pour des victimes de violences, que j'ai pu comprendre ce que c'était. Alors moi, je pense pas que c'était une amnésie traumatique, mais que j'ai pu comprendre en fait les phénomènes d'amnésie traumatique, le déni, enfin tout ce qui est la dissociation, tout ce qui peut se passer, qui fait que j'ai été violée et que j'ai réalisé ça 8 ans après. Oui. Bah, puis il y a aussi ce truc de comme c'est hyper violent, bah, ton cerveau il se met, comme on disait tout à l'heure, en mode survie, il te protège en fait, et il te fait un peu, il met de côté complètement ce truc qui est horrible et traumatisant pour que tu puisses continuer à vivre ta vie en fait. Oui, c'est ça. Et Et j'ai du jour au continué. lendemain, parce que si t'es confronté en fait, comme tu disais, toi c'est par un livre, par une lecture que ça c'est revenu, mais voilà, il peut se remettre en marche et se dire oula, tiens, elle est en train de lire quelque chose qui lui rappelle ce qu'elle a vécu. Allez, on va lâcher un peu, on va lâcher le truc et on va lui faire comprendre quoi. Oui, exactement. Je pense qu'il y a eu un phénomène de... Il y a deux choses qui se sont passées dans ma tête à ce moment-là. Je pense que j'ai réalisé ça à un moment où j'étais plutôt tranquille dans ma vie, ou peut-être Ouais. que j'ai senti que j'étais capable d'endosser Mm. ce truc-là. Et aussi, c'est évidemment bah, toutes mes lectures féministes, Oui. les rencontres, en fait, qui me font aussi apprendre sur le consentement et ce genre de choses qui font que un jour, je réalise ce qui m'est arrivé, la violence de ce qui m'est arrivé. Euh, Quelles conséquences ça a eu alors cette prise de conscience? Tu me disais que tu avais du coup alors réveillé, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais le stress post-traumatique, tu as commencé à faire des cauchemars. Au début, pendant quelques mois, j'ai eu des cauchemars, mais Ouais. ça s'est arrêté. Plutôt, en quelques semaines, ça s'est arrêté. Les conséquences qu'il y a eu sur ma vie, elles sont multiples. Mm. Déjà, le sommeil, ça a été quelque chose d'assez radical. Tout de suite, je me mets à avoir du mal à lâcher prise. Dans n'importe quelle situation, moi je déteste l'expression lâcher prise, mais Ah oui, moi disons aussi. à être tranquille. J'ai du mal à être tranquille, à me reposer, à me sentir en sûreté. Donc déjà, voilà, m'endormir, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Ouais. Et en fait, je suis dans l'hypervigilance tout le temps. T'endormir, Tout... t'avais du mal déjà avant de prendre conscience que t'avais été violée ou ça allait encore à peu près ou t'as toujours eu des problèmes de sommeil Ouais, j'ai toujours eu des problèmes de Toujours, ouais. sommeil. Ouais, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Mais là, c'était encore plus fort. Ouais, Et c'était vraiment lié à ça. Et puis avec un peu, au moment de l'endormissement, des flashbacks qui oui, ouais. reviennent, des choses comme ça. Euh, et surtout, ce qui est hyper fatigant, je trouve, dans la vie de tous les jours, c'est l'hypervigilance. Oui. Parce que
Parce qu'en plus, je pense qu'à ce moment-là, je me culpabilise d'être dans l'hypervigilance. C'est-à-dire que je me culpabilise de rentrer dans les transports en commun et de regarder autour de moi si potentiellement y a un mec qui me paraît bizarre. Ouais. Je culpabilise beaucoup de faire ça. J'ai l'impression que je suis trouillarde. Je culpabilise de ne plus pouvoir rentrer chez moi à 2h du matin à pied en me disant que, pareil, j'ai peur de tout. Et vraiment, cette idée, l'idée, c'est de checker tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, s'il se passe quelque chose de dangereux ou pas, et de ne jamais être en confiance. Et surtout pas en présence de mecs cis, jamais. Oui, je pense que je me suis rendue au début, hein, maintenant non plus, mais je me suis rendue, j'ai culpabilisé de ce qui m'était arrivé. En me disant, maintenant que je dis ça, ça me paraît insupportable, mais en me disant, mais peut-être que j'aurais dû faire attention, peut-être que j'aurais dû dire non, peut-être que j'aurais dû réagir, peut-être que j'aurais pas dû essayer de faire des rencontres sur Internet ou je sais pas où. Voilà, oui, c'était quelque chose qui était permanent en fait, l'idée que c'était de ma faute, que j'aurais dû faire attention, que j'aurais... Voilà, tout le temps. Ça a été très fort. Alors qu'on répète, c'est pas de ta faute. Oui, tout à fait. Et c'est bien que je pense que j'ai eu du mal aussi à raconter ce qui m'était arrivé parce que j'estimais dans un certain sens que je m'étais mise en danger. Ouais, tu t'es vraiment rendue coupable de ce qui t'était arrivé. Oui, je me rendais coupable. Enfin, et du coup, ça a produit une sorte un sentiment de honte qui faisait que j'ai eu du mal longtemps à raconter mon histoire parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute, que j'avais pas fait assez attention, que j'avais été naïve aussi. Je pense que j'avais aussi de la honte qui venait voilà, je me trouvais naïve, j'avais pas fait. Enfin, voilà. Il y a eu tout ça qui s'est mis en place et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que non, ça fonctionnait pas comme ça et que je pouvais pas me rendre coupable de ce qui m'était arrivé, que moi j'avais absolument rien fait, juste j'ai vécu ma vie complètement. Voilà. Et oui, totalement. Déjà, il y a une culture de la culpabilisation des... Non, la culpabilisation, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, mais il y a une culture autour du fait de se sentir coupable quand on est victime de viol. Je veux dire, il y a ce truc de comment elle était habillée, ah mais elle l'a bien cherché, elle est rentrée toute seule la nuit, elle avait bu, elle n'a pas fait attention à son verre, des choses comme ça. En fait, il y a quand même toute une culture il y a une culture autour de... c'est la culture du viol, quoi. Oui. Qui fait que moi, je me suis sentie très coupable. Et que j'ai mis des années avant de me dire, bon, stop, en fait, là... Enfin, c'est pas facile d'arrêter de culpabiliser. C'est pas facile je le sens toujours, plus de 10 ans après. Parce que parfois, j'ai du mal à raconter ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai du mal à raconter ce qui m'est arrivé, je me rends compte que c'est vraiment le contexte qui me gêne. C'est de dire, voilà, j'avais 28 ans, c'était une aventure, et il s'est passé ça. Et le contexte me fait culpabiliser. Ouais, donc tu ressens toujours la culpabilité aujourd'hui. Dans un certain sens... Pas forcément tout le temps, mais ça t'arrive encore de... Oui, oui. Et puis, il y a aussi ce sentiment de... comment dire... de faire des vagues aussi. Quand je parle de ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que parfois je culpabilise de provoquer des émotions... un peu, pas d'effroi, mais j'ai l'impression que je dérange. C'est important d'en parler de ça. Oui, j'ai l'impression que je dérange en racontant mon histoire, que les gens ont des réactions, leur visage parfois se fige, et je comprends. C'est des histoires qui peuvent être... Enfin, mon histoire, elle peut être aussi effroyable, et je culpabilise de provoquer chez mes proches, chez mes amis, des... je casse l'ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, on casse l'ambiance. Ça. Quand on arrive quelque part, enfin, je sais que tu partages cette idée-là, que quand on arrive quelque part et qu'on parle du viol ou des viols qu'on a subis, on casse vraiment l'ambiance. Et ça, c'est parfois difficile à accepter.
Et c'est pas quelque chose qui libère vraiment la parole parce que... Ben non, parce qu'en fait, on se dit, bon, je crée de la tristesse, je crée une gêne palpable en plus, parce que tu le sens bien, hein, que ce que tu viens de dire dérange un peu quand même en quelque sorte. Et donc tu te dis, en fait, j'en parle plus, je le garde pour moi, puisque ça met les gens mal à l'aise et que il y a quand même toujours ce truc enfin, c'est tabou, quoi. C'est Oui, c'est tabou, un c'est tabou. gênant, c'est malaisant. Oui, tout à fait. Et ça permet pas. C'est difficile de s'exprimer aussi dans ce moment-là. Et vraiment, il y a des fois, j'ai eu des réactions en face de moi de personnes qui étaient très bienveillantes, mais Ouais, juste l'effroi que je peux voir, parfois voir dans leurs yeux, ou ça fait que j'ai plus de mal à m'exprimer. ouais. Après, j'ai conscience aussi que je pense que beaucoup de personnes ont été agressées, ont été violées, Mm. soit n'ont pas pris conscience de ce qui leur était arrivé, ou simplement n'ont pas envie d'en parler. Et cet effroi aussi, il peut être... Oui, peut-être que c'est ça. oui aussi peut-être. Et puis il y a des gens avec lesquels tu sais que tu peux pas forcément en parler parce qu'ils sont pas forcément c'est pas ouvert, mais qui sont pas ok avec le sujet ou pas. En tout cas, c'est pas un sujet dont on peut discuter avec tout le monde, j'ai l'impression. Non, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je peux en discuter avec mes amis, par exemple, Oui, avec mes proches. Ça, c'est OK. Par contre, j'ai pas réussi à en parler à ma famille. ouais, À mes parents, j'ai pas réussi à leur en parler. Je pense que j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de leur faire de la peine, j'ai peur de plein de choses comme ça. Et vraiment, je reviens à ce contexte, ce qui m'est arrivé, vu que j'arrive pas à me sortir vraiment de la tête que c'est pas du tout de ma faute, et bien ça revient, ça me fait culpabiliser et du coup j'en parle pas. puis t'as peut-être peur aussi qu'on te redise des choses comme ça, enfin, les choses que tu te dis toi-même enfin, quand tu culpabilises, c'est-à-dire que t'aurais dû t'en rendre compte, parce que c'est souvent des choses dont on doit, enfin, auxquelles on est confronté quand on est victime et qu'on ose parler en fait. C'est qu'on nous dit souvent, bah t'aurais pas dû faire ça, fallait faire attention. Parce Et qu'il y a parfois parfois c'est même pas, enfin, c'est pas dit volontairement pour faire du mal ou quoi, mais c'est tellement ancré chez les gens, ils ont tellement intégré ça que ils le disent comme ça. Bah, ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, le fait qu'on n'ait pas un contexte en tant que victime favorable pour parler, Mm. c'est vraiment, ben oui, la culture du viol euh, qui fait que c'est très difficile d'en parler. Et de toute façon, enfin, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allée dans des groupes de parole, où Ouais. tout d'un coup, c'était des espaces où je pouvais m'exprimer là-dessus complètement librement. Euh, Personne ne me jugeait, j'avais euh, des personnes qui Sans m'écoutaient. réfléchir à ce que tu dois pas dire forcément, ce que tu dois cacher. Non, là, tu as le droit de dire en fait euh, tout ce que tu as envie en fait, tout ce que tu. Oui, et ça, c'est assez fort comme expérience. Mm. Finalement, c'était des groupes non mixtes dans une association à Marseille. Et, euh, et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a plutôt marquée parce que ça m'a beaucoup apaisée. Et finalement, j'avais l'impression que ce dont j'avais besoin, c'était de raconter mon histoire. C'est ce que j'ai fait, mais surtout ce qui m'a vachement touchée et ce qui m'a aussi beaucoup aidée en fait dans ma reconstruction, ça a été d'écouter les autres. Ouais. Parce qu'en fait, écouter les autres, pour moi, ça a été une manière de mettre du commun là-dedans. Mm. Du commun dans ce que moi j'appréhendais comme une expérience isolée, qui était mon expérience, Ouais. et finalement d'écouter le récit des autres, ça m'a permis de... Enfin, je trouve que, voilà, de mettre du commun là-dedans, ça met... Là, on voit vraiment qu'on est dans un système Ouais. de violence et que c'est pas des histoires isolées. Et tu te sens moins seul en plus. Oui, moins seule. Et puis aussi ce que je peux trouver agréable, et ça maintenant c'est chouette, je peux aussi le retrouver avec certains et certaines de mes amies, c'est pouvoir dire
avoir une bizarrerie, c'est-à-dire, ah bah tiens, par exemple, je vais arriver dans un endroit, bah, je vais me sentir mal parce que, je sais pas, je sens une ambiance que j'aime pas, c'est glauque. Et en fait, je sais que maintenant, ce qui est trop cool, c'est que je peux dire à certaines de mes proches, ah là, je Ouais. le sens pas du tout. Et en fait, il y aura pas de discussion. On va partir, ou moi, je vais partir toute seule, et il y aura pas de... En fait, t'es euh, comprise et entendue et ce que tu dis n'est pas remis en question, il y a pas de c'est débat ça. possible. C'est ça, et moi j'ai l'impression que c'est ce qui a été très difficile à vivre après le viol, ça a été ça, le fait que du coup j'étais en hypervigilance à peu près tout le temps, qu'il y avait beaucoup de situations où je pouvais me sentir mal. Il y a aussi des personnes, toutes les personnes qui ne respectent pas les limites me mettent Mm. extrêmement mal à l'aise. Vraiment, je peux avoir des réactions très fortes, des émotions très fortes, juste parce qu'une personne va insister pour quelque chose qui peut paraître anecdotique. Et ça peut me mettre tout d'un coup très très mal à l'aise. Et ce qui est cool, c'est que je pense que j'ai réussi à me dire que déjà c'était ok que j'ai ce genre de réaction. Ouais. C'était pas des réactions enfin voilà, j'avais le droit de les avoir. Et puis il y a certains de mes proches qui comprennent aussi que j'ai ça, que parfois, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de donner des raisons. Oui. Juste, je sens pas un truc, j'ai peur, je sais pas. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, je me sors de la situation. Et ça, Ouais, c'est t'as pas cool à te de pouvoir. justifier. Exactement, exactement. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on. Enfin, quand je te disais tout à l'heure que comme beaucoup de petites filles, j'étais sociabilisée à être obéissante, à être bien Mm. gentille, etc. En fait, que c'est possible de récupérer ce truc où on sent que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème, qu'on se sent mal à l'aise ou je sais pas, et que en fait, oui, on peut partir, oui, on peut euh, se sortir de la situation, que c'est possible, que en fait, ça fait pas plaisir à plein de gens, hein, parce qu'en fait, c'est bizarre d'arriver, je sais pas, à une soirée ou d'arriver dans un restaurant, dans un bar et puis de dire ah bah en fait je vais partir parce que je me sens pas bien Ouais. et en fait que ça c'est possible et c'est cool je trouve que c'est cool parce que en ce moment j'ai un entourage qui aussi me permet de faire ça, d'avoir des sortes de bizarreries qui n'en sont pas en fait mais Oui, que tu appelles comme ça. que j'appelle comme ça, voilà. Bah en fait, c'est juste que tes limites sont respectées, que tu les poses et que même, enfin, t'écoutes tes besoins et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, bah tu t'écoutes, tu te priorises en fait. Oui, c'est ça. Euh, c'est apprendre à respecter mes besoins, Alors que effectivement. effectivement, c'est pas ce qu'on t'a inculqué quand t'étais plus jeune, enfin petite. Non, et puis Ça va les à expériences. l'encontre de faire plaisir aux autres. Parce que là, c'est à toi que tu fais plaisir. Enfin, c'est toi que tu t'écoutes et tu te fais plaisir en fait. Mm. Oui, c'est ça. C'est apprendre à dire non, apprendre à Mm. poser des limites. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. C'est très genré, en fait. Oui. Et que j'ai appris petit à petit grâce à plein de choses. Voilà. Est-ce que tu as eu le besoin de consulter psy, sophrologue justement ou petite pub gratuite au passage? Oui, j'ai ressenti le besoin de consulter. À l'époque, j'ai cherché une psychothérapeute, Ouais. une psychologue, pardon. Bon, faut déjà savoir que moi, au moment où j'étais agressée, j'avais un suivi Oui, c'est ce que tu psy. disais tout à l'heure, ouais. Oui, j'avais un suivi psy. J'ai quand même raconté à ma psy ce qui m'était arrivé parce que et elle n'a pas compris, hein. Voilà. Ouais, voilà. Bon, elle n'a pas compris. Vraiment pas. Donc après, quand j'ai réalisé que c'était un viol, que j'avais vécu une agression, j'ai cherché une psy. Le problème que j'ai trouvé, c'est que elle m'a dit oui, oui, je suis formée
au psychotrauma, etc. Et c'était pas, voilà, c'était pas vraiment la réalité. En fait, ça n'a pas été une mauvaise expérience, mais ça n'a pas été une bonne non plus, c'est-à-dire que ça m'a rien apporté. C'était un espace d'expression, mais en fait, cet espace d'expression, je l'avais dans d'autres espaces, dans le groupe de parole dont je te parlais tout à l'heure, mais aussi auprès de mes amis. Donc, ça fait toujours du bien de parler, mais ça n'a pas été incroyable. Et ça au tarif des consultes, il faut que ça apporte quelque chose derrière quand même. Parce que si effectivement tu ressens les mêmes effets quand tu parles à tes proches et tout, garde tes proches et viens à la psy. Ouais, c'est clair. En fait, oui, ça m'a servi à rien, quasiment à rien. Je pense que j'ai juste raconté mon histoire une autre fois. Alors, elle a été elle a pas fait de bourde, entre guillemets. Ouais. C'était une psy qui a été attentive, qui comprenait très bien, pour le coup, ce que c'était que l'emprise. Et qui n'a pas du tout remis en question mon récit et ma manière de réagir. Mais voilà, ça m'a pas apporté grand-chose. Oui, qui t'a pas accompagné finalement comme t'aurais imaginé être accompagné ou... Non, pas du tout. Je pense j'en ai parlé une fois ou deux, et puis après, j'ai parlé d'autre chose. Parce que j'avais l'impression que... je pense que elle n'avait pas été formée à ça, et du coup... j'avais pas de mots sur ce que c'était que... j'avais pas d'infos, j'avais pas de... Rien, surtout, en fait, toutes les conséquences de l'agression, c'est-à-dire l'hypervigilance, ce genre de choses, j'ai pas eu de retour dessus. Ça m'a pas aidé à mieux comprendre ce qui m'arrivait. Ça m'a pas aidé non plus à aller mieux. En fait, elle a pris ça un peu comme si tu venais de lui raconter, je sais pas, que t'avais perdu un truc et puis basta, quoi. Oui. Il n'y a pas eu l'écoute, ni... En fait, ça n'a pas été un sujet à proprement parler. Non. Alors que c'était important de passer plusieurs séances dessus, justement, pour que tu puisses comprendre, peut-être, qu'elle puisse aussi, je sais pas moi, t'éclairer sur les symptômes du stress post-traumatique, qu'elle te dise, voilà, quels symptômes tu pourrais aussi avoir, comment ça se répercute, comment on fait pour les atténuer, enfin... Oui, et puis elle m'a pas aidé à faire le lien entre des angoisses que je pouvais avoir à certains moments et l'agression. Alors oui, parfois, parfois elle comprenait certaines choses et tout dans ce que je lui disais, mais c'est vrai que ça a été assez peu fait, en fait, cette exploration des conséquences dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, de l'agression. On en a peu parlé. Vraiment, je pense qu'il y a un souci de formation là-dessus. Ah bah clairement, oui. Ouais. Je pense aussi qu'il y a quelque chose aussi qui m'a manqué à moi dans la psychothérapie. C'était quelque chose qui passe vraiment par le corps. Parce qu'en fait, j'avais parlé, c'est une chose et c'est très important, mais moi j'étais complètement coupée de mes sensations physiques à ce moment-là. Vraiment, moi j'ai passé des années à, par exemple, être jamais malade. En fait, j'étais malade, mais c'est que je le sentais pas. Oui, en fait, ton corps, il s'est mis en silencieux, quoi. Complètement, j'avais vraiment... parfois, je pouvais me faire mal. Comment expliquer ça Je pouvais me rendre compte que, en fait, j'avais très mal au dos, que j'avais mal depuis des heures. Enfin, j'étais vraiment très coupée de mon corps. Et ça, c'est lié à l'agression. C'est un mécanisme de défense. Et en fait, dans la psychothérapie, cet aspect physique m'a manqué. Ouais. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe dans mon corps, et vraiment, je le ressens encore, que tout ce que je peux faire aujourd'hui comme mouvement, comme activité qui implique mon corps, ça me fait du bien et ça m'aide à aller mieux, parce que j'ai ce besoin perpétuel de me réapproprier mon corps, de sentir qu'il est à moi, que j'en fais ce que je veux, de sentir ses limites aussi. Est-ce que parfois je suis fatiguée? Est-ce que je suis stressée? Et j'ai besoin en fait de cette mise en mouvement et de l'écouter tout simplement. Et puis c'est important de venir refaire le lien entre le corps et la tête, le mental, l'esprit. Oui, parce qu'au moment du viol,
Parce que c'est les deux qui prennent cher, quoi. C'est un choc et pour l'esprit, pour la tête et Oui. pour le corps, Oui, quoi. complètement, parce qu'à ce moment-là, moi, je me coupe complètement de tous mes ressentis. Et même par rapport au flashback, par exemple, c'est une manière de réagir, quoi. C'est tout couper, Bah quoi. oui. Il n'y a plus personne. Et voilà. Et c'est vrai que la dissociation, c'est ça. Et pour remettre, en fait, du lien entre le corps et la tête, euh, ça ça me prend beaucoup de temps, en fait, je me rends compte. C'est tout un travail que j'aurais bien ne pas aimer faire. Ouais, franchement, on aurait pu s'économiser un peu quand C'est même. ça. Euh, Tu disais que tu étais coupée de tes sensations. Est-ce qu'au niveau des émotions, c'était pareil? Tu ressentais plus rien non plus? Tu me parlais de vide tout à l'heure. J'ai l'impression que ça m'a rendue hyper émotive. Ou alors je l'étais Ouais. déjà. Je Oui, sais donc pas. alors, Non, je sais pas. Peut-être que je l'étais déjà. bah, ça peut Ouais. accentuer, hein. En tout cas, maintenant, je suis hyper émotive. C'est-à-dire que je pleure Ouais. très facilement. J'ai beaucoup d'émotions tout le temps, même pour des petits détails. Des choses qui peuvent paraître insignifiantes pour d'autres vont énormément me toucher. Alors, ça va dans Ouais. les émotions agréables, mais c'est pareil évidemment dans les émotions plus Bah oui. pénibles, comme la peur, la Tout est colère. décuplé. Ouais. Et du coup, je suis très. Je pense que je suis complètement hypersensible. Bon, c'est pas facile à accepter ça non plus, hein, parce que du coup, je peux pas dire ce qui est dû à mon agression, euh, ou est-ce qu'en fait j'étais déjà comme ça, mais juste je mettais tellement un couvercle dessus que je m'en rendais même plus compte. En tout Oui. cas, j'ai ce truc. Oui, peut-être que ça a levé le couvercle Peut-être que ça. et que c'est ressorti. Bah, ça s'est peut-être aussi accentué avec ce qui t'est arrivé. C'est possible aussi. Oui, C'est peut-être moins fort avant et puis. oui, et puis ça s'est peut-être accentué. Il y a aussi toutes ces années de déni où c'est vraiment mettre le couvercle sur plein Oui. d'émotions, plein de choses comme ça, qui font que maintenant je suis très. Je suis clairement hypersensible et voilà. Et c'est ok, j'arrive à le dire maintenant. C'est ok d'être comme ça, c'est ok d'être un peu trop. Oui. Je comprends. Moi aussi, je fais partie de la team trop. C'est ça. Il y a un moment où j'ai eu pas du tout, j'ai exprimé très peu de choses. Il y avait vraiment pas grand-chose qui transparaît, enfin qui passait quoi. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. Alors, est-ce qu'un jour ça va se tasser ou pas je sais pas. Oui. Parfois, c'est épuisant. Je pense que ça Oui. peut être épuisant dans certains moments comment dire? Bah, quand tout est Ouais. trop fort, enfin, quand chaque émotion est vécue hyper fortement, c'est sûr qu'après, à la fin de la journée, tu te dis. Puis surtout, ça peut durer sur des jours, Oui. des semaines, quoi. Oui, totalement. Et puis, il y a aussi des moments de conflit avec des personnes, ou quand il s'agit Oui. de poser des limites, justement, où vraiment, parfois, je rencontre des personnes qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Et peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, il y aurait juste eu un sentiment d'agacement ou ce genre de choses. Moi, vraiment, Oui. ça va me poser un énorme souci. Ça va me faire des émotions hyper fortes, hyper négatives. C'est très fort en fait. Et ça va te prendre du temps aussi pour redescendre un petit peu, enfin, pour Complètement. te. Complètement. En fait, je me rends compte que maintenant, j'ai besoin, par exemple, de moments seuls, j'ai besoin de beaucoup de moments Ouais. calmes où je suis pas sollicitée par mon environnement parce que je me repose de, de tout ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais. En plus, qui sont des choses pas incroyables hein, de la vie quotidienne, quoi.
Oui, non, mais c'est ça, c'est important de le préciser aussi parce que c'est pas forcément des émotions. Quand on parle d'émotions positives, négatives, enfin Mm. ces conneries là, d'émotions agréables ou ressenties désagréables. J'aime bien dire ça comme ça. C'est pas forcément de la joie hyper intense pour, c'est pas un événement incroyable. Ça peut être une petite joie, mais qui va prendre chez nous, parce que moi aussi je suis comme ça, euh, une tournure vraiment incroyable qui sera ressentie comme, par les autres comme un truc un peu genre banal. Pourquoi elle s'extasie là-dessus? Mais comme à l'inverse, là, un truc euh, un peu désagréable, mais pour nous ça va être horrible, alors que pour les autres ça va être un truc plutôt bah, pareil, banal. Ils vont se dire mais pourquoi elle en fait tout un plat? Genre passe à autre chose. Non, je ne peux pas. Oui, il n'y a pas de volonté en fait là-dedans. Je- Il n'y a pas de volonté. Et je trouve que c'est pas facile à faire accepter aussi ce côté complètement hypersensible. Parce que ça nécessite, en tout cas pour moi, des moments où je me repose, des moments où je fais rien. Enfin, Mm. surtout ne rien faire. Je me rends compte que c'est très important. Prendre le temps, etc. Ouais, Et ça, c'est pas. Voilà, on est dans un monde où il faut toujours faire 4500 trucs, être très occupé, avoir c'est un clair. agenda hyper rempli. Alors que moi, j'ai l'impression que j'ai un truc de sentiment, d'émotion qui part tellement dans tous les sens tout le temps que j'ai besoin de ces moments de calme, j'ai besoin de ces moments d'apaisement. Et c'est pas productif, quoi. C'est Ouais. pas. Socialement, je trouve que c'est pas facile à accepter et à faire à respecter. Non, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais plutôt bien. Ouais. Bête. J'ai l'impression que l'agression que j'ai vécue a toujours des conséquences dans ma vie quotidienne. Ouais. Que je vis avec ce truc-là. Alors, ça veut pas dire que j'y pense tous les jours. Hein. Maintenant, je sais pas, il y a un truc qui. Je pense que j'ai pris du recul par rapport à ça, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours là. Et bah, je j'aime pas trop l'expression résilience, j'aime pas trop l'expression de Ouais. guérir aussi. On entend souvent ça, Non. tiens, comment on fait pour guérir après une agression. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas le sentiment de guérir. J'ai pas le sentiment de. J'ai l'impression que je fais avec. Euh, Ouais. Qu'il y a quelque chose. Je partage ton point de Ouais. vue aussi. Que je fais avec. Que c'est pas tous les jours facile de faire avec. Hein. Que ça m'empêche pas. Ça m'empêche pas d'avoir des super moments dans ma vie. Ça m'empêche pas Ouais. d'être heureuse. Mais qu'il y a quelque chose qui est cassé, c'est le terme qui me vient. Et en même temps, non, je suis Ouais. pas cassée, je peux pas dire ça non plus. Mais il y a ce truc qui est arrivé et que je vivrai toute ma vie avec. Voilà. Oui, c'est comme un peu une. Il y a c'est une faille en fait. C'est une brisure que t'as recollée, t'as harcelée, mais parfois, par moment, même si tout va bien dans ta vie, il y a toujours des conséquences qui vont se repointer. Parce que quand tu vis un stress, ton corps, il a aussi le truc de tu sais, se contracter et tout, et ça peut te refaire penser à ça. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où, en fait, tu peux relier un élément de ta vie actuelle à ce qui t'est arrivé. Ouais, totalement. Il y a ce lien qui est souvent fait entre la manière dont je réagis aux choses, aux événements, et l'agression que j'ai subie il y a du coup plus de 10 ans maintenant. Et Hmm, du coup, je pense que en ce moment, je vais bien, mais que ça restera toujours là. Enfin, ça fait partie de mon histoire. ouais, Euh, c'est, je sais pas pourquoi j'ai ce terme de cassé. Il y a un truc qui est cassé et qui sera comme ça, qui a été cassé à un moment. hmm, Et en fait, peut-être que c'est pas grave, peut-être que parfois on peut, il y a des choses cassées qu'on peut réparer ou je sais pas trop quoi. oui, Euh, mais que c'est là, ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Et ce qui est cool, c'est que ça hmm, fait aussi partie de. Bah, bien sûr que du coup, je pense que ça me permet de pouvoir entendre, euh,
les expériences des autres, que ça me permet d'être aussi dans l'empathie. C'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de tentatives comme ça, inconscientes un peu, je pense, pour réparer ce truc-là. Donc ça peut être l'engagement associatif, etc. Mais même dans mon boulot, moi j'ai travaillé avec des enfants pendant longtemps, donc essayer de me former sur les violences faites aux enfants, d'accueillir leurs paroles avec respect, dans un cadre bienveillant. Enfin, je pense qu'il y a plein de moments où j'ai essayé de... où j'ai eu de l'empathie, du coup, pour des personnes qui étaient victimes de violences. Et ça fait partie clairement de ma vie maintenant, personnelle, professionnelle et tout. Ouais. Réparer, je trouve que c'est le bon terme. Plutôt que ce qu'on disait tout à l'heure, le guérison, résilience, machin. Après, il y en a pour qui ça veut dire quelque chose, et voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais je partage cette vision de réparation. Et la cassure aussi. C'est vrai que la résilience, il y a quelque chose de... Moi, ce qui peut me déranger dans parfois les choses que j'ai lues... C'est un peu ce qui te tue pas, t'a rendu plus forte, ça, quoi. Moi, j'en ai pas besoin. Oui, vraiment, moi je m'en aussi. serais passée. J'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Voilà. Vraiment, j'avais pas besoin de ça pour décupler ma force mentale. Oui, c'est ça. Non, moi non plus. J'avais pas envie de ça, j'avais pas besoin de ça. Et clairement, ça m'a pas rendue plus forte d'avoir vécu un viol. Moi non plus. Ça m'a rendue fragile et ça m'a rendue... J'ai mis du temps pour m'en remettre et ça demande beaucoup d'efforts. Et en plus, vraiment, je tiens à ce terme effort parce qu'en fait, pour continuer parfois de fonctionner dans ma vie, j'ai dû mettre des choses en place. J'ai dû aller chez le psy, j'ai dû passer du temps à comprendre pourquoi j'avais eu telle ou telle réaction, essayer d'éviter les situations anxiogènes. Enfin, en fait, ça demande un temps d'aménagement très important, quoi. Puis une énergie aussi pour affronter tout ça. Complètement. Et heureusement qu'il y a des contextes où je peux un peu lâcher, où j'ai l'impression de lâcher. Bah, évidemment, tout le féminisme, ça aide beaucoup, les assos, militer, c'est des moments où j'ai l'impression que parfois je peux lâcher, je peux un peu baisser les armes, quoi. Et que j'ai pas toujours l'impression de devoir m'adapter, mais mine de rien, bah, au travail, dans la vie de tous les jours, avec les voisins, les personnes que je connais pas, bah, y a ce taf-là qu'il faut faire. Il y a ce taf-là qu'il faut faire pour moi, c'est ne pas me mettre à pleurer dans une situation totalement inadaptée. Alors après, je dis ça, en fait, est-ce que ça serait très grave que je me mette à pleurer? Finalement, pas tant que ça, mais moi, en tout cas, ça me met dans une... Parfois, j'ai pas envie, quoi. Ne pas me mettre à pleurer, ne pas... Oui. Enfin, en fait, je trouve que ça m'a... C'est un vrai boulot d'essayer d'aller mieux et d'essayer de réparer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande des ajustements, de l'adaptation en permanence, de la suradaptation. Oui. Et c'est... en fait, c'est juste épuisant. Oui. Et c'est encore un truc qu'on doit affronter en tant que victime. C'est encore à nous de supporter tout plein d'autres choses en plus du vécu, de l'agression, du viol. Oui, totalement. C'est encore à nous d'aller chercher, par exemple, je pense aux examens gynéco. Pour moi, c'est une horreur, les examens gynéco. Vraiment, ça me met mal. Donc, alors, du coup, il faut que je fasse... et il faut que toutes les victimes de viol... fasse ce taf-là encore pour aller chercher le ou la gynéco qui est spécialiste des violences sexuelles, qui voudra bien, qui sait ce que c'est que le consentement. Et du coup, il faut aller chercher la bonne personne parce qu'autrement, on va se sentir hyper mal. Il faut faire des kilomètres parfois parce qu'on en a rarement près de chez nous, souvent. Oui, c'est ça. Et du coup, ça demande... c'est vachement trop d'efforts, en fait. Ouais. Toujours trop, toujours plus. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? Ou est-ce que tu as encore quelque chose à mentionner dont on n'aurait pas encore parlé?
Je pense que j'ai pas de message spécifique à faire passer parce que je me rends pas compte en fait de la multiplicité des expériences, de ce que certaines personnes auraient besoin d'entendre ou pas. Donc ça, non. Par contre, bah, c'est vrai que moi, là, ce qui m'a porté et ce qui me rend plus forte, c'est vraiment de partager des expériences, de mettre du collectif là-dedans, à fond. Ouais. Que ça, c'est, pour moi, ça a été essentiel. Et c'est toujours essentiel. Euh, En fait, je pense que de rencontrer le féminisme, euh, de lire, de comprendre, euh, ça a été très important pour moi et pour me réparer. Et que ça, c'est fort en fait de partager des choses, mais même, bah voilà, le podcast que tu fais, en fait, de permettre à des personnes de s'exprimer, mais tout ça, ça fait vraiment du bien. Et oui, non, juste mettre du collectif là-dedans et tout, je pense que c'est un peu ce qui nous sauve, quoi. Oui, complètement dans le partage, dans aussi voilà, les espaces où il y a de la bienveillance, où tout ça, bah, c'est nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est possible, heureusement. Et ça existe. Et de plus en plus, j'ai l'impression que bah là, tout ce qui se passe avec MeToo, et c'est quand même hyper. Je sais pas comment dire. C'est fort, en fait. J'ai beaucoup aimé le terme de cassure utilisé par Sacha, parce que ça illustre avec justesse comment quelque chose en nous se fracture, se brise, se casse, quand on est victime de violences, et peu importe la nature des violences. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse se réparer après ça. Il y a aussi une belle notion d'espoir dans le témoignage de Sacha, qui vient souligner le fait que malgré les séquelles qui peuvent ressurgir à certains moments de nos vies, bah, il est tout à fait possible d'être heureuse en fait après avoir vécu tout ça. Et c'est hyper important, je pense, de le rappeler et de le préciser. Encore un grand merci à toi, Sacha, pour la confiance que tu m'as accordée en me partageant ton vécu. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.